La vie professionnelle n'existe pas. Alors, qu'est-ce que je peux bien vouloir dire par ce titre bizarre de vidéo? Alors, en fait, dans le livre Zero to One, il y a une question qui pose au début du bouquin. Quelle est la vérité fondamentale que très peu de gens partagent avec vous? Eh bien, en l'occurrence, moi, ma vérité fondamentale que peu de gens partagent avec moi, c'est que la vie professionnelle n'existe pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire en fait par là? Je pense en fait qu'on a créé une distinction entre la vie professionnelle et la vie personnelle dans notre histoire moderne qui, pour moi, est un non-sens. Alors, pourquoi je dis que c'est un non-sens? Parce que, en fait, pour moi, il n'y a pas de distinction à avoir. Il n'y a pas d'un côté la vie pro, d'un côté la vie perso. En fait, pour moi, c'est juste une vie pleine et entière, quoi. On dirait en fait que dans notre société, la vie professionnelle, c'est pas vraiment notre véritable vie. On va au travail le matin, on met notre véritable vie entre parenthèses. Et surtout, on s'efforce d'éviter de mélanger les deux et de bien garder une frontière entre la vie dite perso et la vie dite pro. Et ça, en fait, du coup, ça va justifier qu'on va mettre un masque. Alors, oui, masque, Covid, etc. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Pendant qu'on est en fait au travail, on se justifie en fait le fait de devenir une autre personne. On va faire ou accepter de faire des choses qui ne nous correspondent pas forcément. On accepte de suivre des ordres qui vont potentiellement à l'encontre de nos valeurs. On accepte de faire des choses qui n'ont pas vraiment du sens pour nous. On contrôle en fait soigneusement aussi les informations dont les autres ont connaissance. Et tout ça, en fait, du coup, on se dit que c'est pas grave parce que c'est la vie professionnelle, ce n'est pas notre véritable vie. C'est pas la vie qui nous attend en fait sagement à la maison le soir quand on rentre ou pour les week-ends et les vacances. Cette vraie vie en fait dans laquelle on va pouvoir se permettre d'être enfin nous-mêmes, de faire des choses qui nous intéressent et de côtoyer des gens que l'on apprécie quoi. Et j'ai vraiment le sentiment en fait qu'il y a une espèce de mensonge commun, on se ment à soi-même par rapport à ça parce que la plupart des gens ont pris tellement sur eux toute la journée à ne pas être eux-mêmes, à pas faire des choses qui ont du sens pour eux, à pas faire des choses qui les intéressent, à suivre des ordres qu'ils n'ont pas envie de suivre. Quand ils réintègrent leur vie dite personnelle, leur vraie vie, et ils doivent en fait surcompenser avec des trucs qui vont les faire se sentir mieux, quoi. Donc, se sentir mieux, ça veut dire quoi en fin de compte? Ça va être de bonnes grosses injections de dopamine, du genre de la cigarette, de la malbouffe, des réseaux sociaux, du Netflix, de la télévision, du Instagram, des séries, des trucs où ça nous donne tout de suite un sentiment de ah, je vais mieux. Voilà, une bonne dose de dopamine pour oublier tout le reste de la journée où en fin de compte on a vraiment le sentiment que c'était pourri quoi. Il y a vraiment ce côté ah je l'ai bien mérité parce que j'en ai déjà tellement bavé toute la journée. On a cette idée qui est profondément ancrée comme quoi, dans la vie professionnelle, il faut juste accepter. Et aujourd'hui, si vous réfléchissez bien, tout est fait en fait pour normaliser cette distinction. On a les vêtements du travail, on a la voiture du travail, on a le lieu du travail, on a les collègues de bureau, on a l'ordinateur du bureau, on a le téléphone du bureau, etc. En fin de compte, limite, on a tout en double. On a vraiment les éléments du bureau, les éléments de la vie pro, et puis de l'autre côté, les éléments de la vie perso. Et du coup, il est vraiment communément accepté que la vie professionnelle, ce n'est pas notre véritable vie. Notre véritable vie, c'est celle qui nous attend le soir en rentrant à la maison. Après notre trajet depuis le bureau, notre véritable vie, c'est celle que l'on va avoir le week-end. Notre véritable vie, c'est celle que l'on a pendant les vacances. Et du coup, on peut se poser la question de savoir, ok, sur une semaine normale, cette véritable vie, qu'est-ce que ça représente? Donc là, j'ai fait quelques petits calculs. Vous avez le lien vers l'article qui est lié à cette vidéo dans la description. Une semaine de 7 jours, c'est 168 heures. 168 heures, donc on a moins 35 heures de travail par semaine. Ça nous donne 133 heures. On a à peu près 7,5 heures de pause repas le midi, où l'on reste dans notre environnement dit professionnel dans la plupart des cas. Donc on enlève ces 7,5 heures de pause repas le midi, on tombe à 125,5 heures par semaine. On enlève 6 heures de trajet aller-retour pour le travail. En moyenne c'est 74 minutes de trajet par jour pour le travailleur lambda, on va dire. Donc on enlève ces 6 heures de trajet, il nous reste 119,5 heures, auxquelles on enlève 56 heures de sommeil. Il nous reste donc 63,5 heures par semaine de ce que l'on considère en fait comme notre vraie vie. Donc on a approximativement 7 heures par jour de vie pro. Et ça c'est
sans prendre en compte en fin de compte toutes les pauses repas, les trajets, etc. Et on a approximativement 9 heures par jour de vie perso. Donc si vous rajoutez en plus sur les 7 heures toutes les pauses, tous les trucs liés à la vie dite professionnelle, au final, alors je n'ai pas fait le calcul, mais on doit être à peu près sur le même niveau que la vie perso, soit même dépasser en fait le temps qui nous est alloué pour notre vie personnelle. Donc en fait, il faut du coup par rapport, quand vous avez fait ce constat-là, c'est comment vous exploitez maintenant ces 9 heures par jour qui vous restent. Combien de temps vous prenez pour faire des choses qui ont vraiment du sens pour vous? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un truc à creuser là? Et pour ma part, en fait, c'est ce que je disais au début de la vidéo, cette vérité fondamentale que peu de gens partagent avec moi, c'est que pour moi, cette distinction, elle n'a pas lieu d'être. En fait, c'est de la… Voilà, je ne veux pas être grossier, mais c'est du bullshit, quoi. Pour moi, en fait, on n'a pas à faire de distinction. On n'a qu'une seule vie. Une seule vie. Quand vous allez au boulot, ça fait partie de votre vie. Il n'y a pas de distinction. Créer une distinction, c'est juste un gâchis, à mon sens, monumental de temps, d'énergie, de bien-être surtout. Et en fait, surtout, si vous ne vous sentez pas bien dans cette vie pro, ça va forcément, il n'y a pas juste une barrière, quoi. Le mal-être que vous ressentez dans votre vie professionnelle, dans ce que vous faites au jour le jour, vous allez aussi le ressentir dans votre vie perso. Donc, ça va aussi gâcher ce que vous considérez aujourd'hui comme votre vraie vie, quoi. Et on pourrait penser que là, je parle surtout des salariés, mais ça s'applique aussi totalement aux entrepreneurs. Combien d'entrepreneurs je connais qui, en fin de compte, ont juste recréé l'environnement qu'ils avaient quand ils étaient salariés et qui n'exploitent pas en fait la liberté que leur offre leur statut d'entrepreneur pour contrôler leur temps, les trucs sur lesquels ils vont bosser, etc. Parce que à la base, si on devient entrepreneur, c'est souvent, allez, dans 95% des cas je pense, c'est parce qu'il y a vraiment un besoin de liberté, de faire des trucs qui font sens pour nous, de développer son propre projet. Mais on casse cette première barrière, on sort du salariat, mais souvent, c'est pour recréer en fin de compte un environnement qui va être à peu près le même, sans se poser la question, réellement de se poser la question, de remettre en fait ces statu quo en cause et de se demander, ok, est-ce que en fait ce type d'environnement, si ça nous convient, c'est très bien, mais bien souvent en fait on ne se pose même pas la question de, ok, est-ce que ce schéma-là de mode de fonctionnement, est-ce que ça me convient? Est-ce que je ne peux pas imaginer quelque chose d'autre? Et pour ma part, ça a été un vrai parcours en fait de me mettre à assumer le choix que j'avais fait de casser cette barrière entre le pro et le perso, de plus de faire de distinction. J'en parle dans d'autres vidéos, le fait de travailler avec des amis, de travailler avec mon épouse, d'avoir une partie de mes bureaux chez moi, les événements de séminaires, etc. Je les fais chez moi, les Noëls, on les fait chez moi. Je n'ai vraiment pas une distinction qui n'existe pas au final. Pour moi, il y a juste ma vie d'une manière générale et mes activités, et je parle plus d'activités que de travail, les activités font vraiment partie intégrante de ma vie. Et les gens avec lesquels je vais être amené à échanger, les gens qui sont effectivement qui sont dits employés, mais mes salariés ou collaborateurs, là aussi, je m'efforce de faire en sorte que ce soit des gens que j'ai choisis parce que je ne peux pas me permettre de choisir des gens où je vais me dire mais ça va être pénible, il va falloir que je me le paye tous les jours, etc. Parce que j'ai pas cette barrière en me disant ok, je peux l'accepter parce qu'au final c'est pas ma vraie vie. Non, c'est ma vie et du coup ça me force en fait à avoir un niveau d'exigence qui est bien plus élevé que si je me disais c'est pas grave, c'est la vie pro. Et en fait, j'ai longtemps senti, je le ressens encore, ce regard vraiment d'incompréhension d'une partie de mon entourage et même d'autres entrepreneurs que je pouvais croiser et qui ne comprenaient pas que je puisse fonctionner comme ça, que je puisse travailler de chez moi, que je puisse avoir un bâtiment pour accueillir une partie de mes employés dessus. Et j'avais ce type de réflexion. Ah, mais toi, tu as tes salariés qui viennent chez toi? C'est pas bizarre de mélanger tout ça? Ça ne te dérange pas qu'ils soient là, de les voir en fin de compte chez toi, dans ta vie perso? C'est le genre de réflexion que j'avais et que j'ai encore régulièrement de la part de certains entrepreneurs. Il y a vraiment une incompréhension totale que je ne puisse pas faire de distinction entre la vie pro et la vie perso. Mais pour ma part, après 15 années aujourd'hui d'entrepreneuriat, je pense réellement avoir fait le bon choix. En tout cas, encore une fois, c'est pour moi. Je ne dis pas que c'est le choix que doivent faire tous les gens. Je dis juste que c'est un choix qui me convient. Et juste, je veux vous amener à juste reconsidérer les choses. À vous de demander, ok, tout le monde fonctionne comme ça, mais est-ce que vraiment c'est un mode de fonctionnement qui me convient à moi?
Et du coup, en fait, voilà, comme je disais tout à l'heure, bah, je travaille depuis chez moi, je travaille avec mon épouse, je fais garder ma fille, alors jusqu'à récemment, puisque ça y est, elle a attaqué l'école, mais je la faisais garder à domicile. Donc je pouvais, en fait, voilà, je pouvais aller voir, faire une pause, aller voir ma fille, aller voir la nounou, m'amuser avec elle et puis revenir bosser. Le bâtiment dont j'ai évoqué tout à l'heure, et puis le fait de bosser avec des gens où j'ai une proximité euh, qui va au-delà de juste les rapports de professionnels, effectivement, les rapports de travail, quoi. Et c'est pas juste en fait avec les collaborateurs, c'est aussi avec des partenaires, avec des fournisseurs, avec des clients. Euh, Ça va au-delà de juste l'aspect, ok, bon, bah, je peux accepter d'avoir un client que je ne peux pas piffer parce que bah, c'est pas grave, c'est la vie pro. Non, je fais aussi attention à ça, d'avoir une qualité, et encore une fois, on parle de qualité de vie du coup dans son ensemble, avec les gens avec lesquels je vais interagir. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est dommage de s'aménager un joli chez soi? Parce on aspire, beaucoup d'entre nous, on aspire à avoir un endroit où on se sent bien chez soi, etc. Et puis, en fin de compte, de n'en profiter que les soirs et les week-ends. Parce qu'en plus de ça, bah, de la même manière, on a cette idée fixe comme quoi, bah, et ça, c'est un truc qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, il y a vraiment ce côté, on est en vacances, on doit partir de chez soi, on doit s'évader. Alors ça, c'est vraiment un terme que j'adore, s'évader. C'est vraiment extrêmement représentatif de la manière dont on peut considérer en fait sa vie de tous les jours, quoi. C'est quand on a besoin de fuir cette vie-là. Et du coup, voilà, est-ce que c'est pas dommage d'avoir une super maison? Et pour ma part, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là, c'est que j'ai une maison que j'adore. Euh, mais j'ai envie d'en profiter tout le temps. J'ai pas juste envie d'en profiter le soir et les week-ends. Et encore les week-ends où on est là. Non, j'ai envie d'en profiter en permanence, quoi. Et en fait, en mêlant comme ça ma vie pro et ma vie perso, en fin de compte, en ne faisant pas de distinction, comme quoi moi-même, il faut encore que je travaille sur la manière dans mon langage sur la chose, euh, eh ben, j'ai pas à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. J'ai pas, puisqu'on me voit en fait dans ma vie de tous les jours, quand j'ai des clients, des fournisseurs, des collaborateurs qui viennent ici, et oui, ça arrive, hein, ils viennent effectivement chez moi, bah, ils voient en fait qui je suis vraiment. Et je trouve qu'en termes aussi de confiance, c'est important de ne pas avoir le sentiment, ok, pas vraiment avoir le sentiment de ne pas connaître les gens, de se dire, bah voilà, que le gars que j'ai en face, le chef d'entreprise, le client ou le fournisseur, euh, bah en fait, il m'offre une façade de lui, mais je sens vraiment savoir qui il y a derrière. Et en tout cas, pour ma part, c'est ce côté transparence que j'affectionne, quoi. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Et pour en revenir en fait sur le sujet des vacances, bah, ça c'est un truc où je rencontre toujours une certaine incompréhension par rapport aux personnes qui n'ont pas fait les mêmes choix que moi ou qui n'ont pas, se sont pas en fait tout simplement posé la question de est-ce que ça leur convenait la manière dont ça fonctionnait aujourd'hui. Mais et là, il y a Gianni Mergandi, hein, j'en parle souvent sur ma chaîne puisque c'est à la fois mon coach et ami, qui est dans la même situation. Il a fait une vidéo d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur le sujet où il disait que et en fait, il a coupé court plutôt à ses vacances parce qu'il avait envie de revenir à faire ce qu'il fait tous les jours, quoi. Parce que ça a du sens pour lui, parce que c'est un truc qui lui plaît. Et je comprends totalement ça parce que je ne ressens pas le besoin de partir en vacances, je ne ressens pas le besoin de partir forcément ailleurs. D'ailleurs, ça c'est encore une fois, hein, ça c'est un truc, le fait de partir forcément pour les vacances, c'est un truc on nous a bassiné en termes de publicité en nous vendant le truc des vacances, c'est forcément le fait de partir, c'est des vacances réussies, c'est forcément le fait d'aller ailleurs, c'est d'aller à la mer, à la montagne, dans notre pays. On considère que en fait, on n'a pas vraiment eu de vacances si on n'est pas parti. Je trouve ça dommage. En tout cas, voilà, il y a vraiment, même quand on dit, voilà, on était en vacances, je suis sûr que ça a dû vous arriver, hein, ça vous arrive parfois de prendre des vacances et de pas forcément partir, mais on vous demande tout de suite, ah, et vous êtes allé où? Ah bah non, je suis resté à la maison. Ah, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Ce côté, cette réaction en mode, ah ouais, bon, en fait, c'était pas trop des vacances, du coup, t'as pas trop pu t'échapper, encore une fois, il y a vraiment ce côté fuir, en fin de compte, son quotidien. Il y a une réelle compréhension autour de moi quand je dis que je ressens pas le besoin de partir en vacances parce que j'ai pas à attendre la fin de journée, le week-end ou ces fameuses vacances, en fin de compte, pour me sentir épanoui et pour prendre du plaisir à ce que je fais quotidiennement. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont trouver ça extrêmement prétentieux.
en mode ben voilà, moi ma vie elle est trop bien, tiens, prends-toi ça dans ta face. C'est pas l'objectif du truc, hein. Moi je fais vraiment cette vidéo, c'est pour vous faire réfléchir déjà sur cet aspect-là. Ah oui, je vais pas vous mentir. J'adore ma vie, j'adore ce que je fais, j'adore les gens que je côtoie. Alors bien sûr, il y a toujours des choses que je vois améliorer, il y a toujours des choses où j'ai envie de faire mieux, mais globalement, oui, ça me plaît ce que je fais, ça me plaît mes activités. Et, euh, et d'ailleurs, j'hésitais à dire ce genre de choses dans la vidéo parce que, en passant, vous ne trouvez pas que ça dérange quand on dit qu'on est heureux? Vous n'avez pas cette sensation de culpabilité de dire je suis heureux? On dirait que limite c'est plus normal de dire ah bah non j'ai tel problème, ah non ça va pas. On se sent coupable de dire ouais tout va bien. Je trouve ça vraiment dommage et je trouve que ça en fait traduit d'un vrai problème, aussi de bienveillance par rapport à son entourage, le fait que quand on dit que tout va bien, et je ressens avec certaines personnes, hein, il y en a certaines personnes quand je dis que effectivement j'ai des problèmes d'entrepreneur, je ressens du plaisir en fait à entendre que bah, parfois c'est dur pour moi quoi. En mode ah quand même. Voilà, c'est vraiment ce genre de truc. Et bah, je sais pas, moi ça me fait pas kiffer quand j'entends quelqu'un dire que c'est difficile pour lui. Je préférerais avoir autour de moi que des gens qui disent qu'ils sont ultra heureux et en tout cas encore une fois c'est pour ça que j'ai constitué cette communauté Youmento, c'est parce que j'ai envie de côtoyer des gens qui sont uniquement bienveillants et qui sont qui vont se réjouir pour moi et où je vais pouvoir me réjouir pour eux. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi des commentaires hein, par rapport à ça, mais est-ce que ça vous est pas arrivé de vous sentir comme ça coupable en vous disant ben voilà tout s'est bien passé ou tout était génial, d'avoir l'impression que du coup de vous vanter ou je sais pas de dire avec un côté blanc dans ta face comme je disais tout à l'heure. Faut pas croire que comme je disais hein, ma vie elle est parfaite, hein. Il y a des moments où je suis fatigué, il y a des moments où j'ai des trucs pas drôles à gérer, il y a des moments où j'ai des baisses de morale, mais c'est des trucs où et là non, on revient sur le sujet de la responsabilité, hein. C'est un truc où j'ai accepté ma vie, j'ai fait ses choix. Bon, bah, effectivement, il y a des côtés négatifs qui vont avec et je les accepte parfaitement aussi. Et peut-être qu'il y a certaines personnes pour lesquelles ça ne convient pas du tout. Et comme je disais, il m'arrive de devoir composer encore avec des gens qui ne sont pas alignés avec mes valeurs, de faire des concessions ou des choses qui ne me plaisent pas. Mais bon, c'est normal, c'est juste la vie. Bien que je travaille chaque jour à faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins, tout simplement. Après, comme toujours, hein, la solution elle est dans l'équilibre en fait. Vous ne pourrez pas avoir absolument rien dans votre vie qui vous gonfle. Il y aura toujours des trucs qui seront gonflants. Mais si vous avez plus de choses dans votre vie qui vous font vous sentir mal que vous font sentir bien, bah, c'est qu'il y a un réel déséquilibre et c'est que ça ne va pas. À ce moment-là, c'est qu'il faut que vous revoyiez les choses. Et d'ailleurs, il y a un indicateur par rapport à ça. Si quand vous revenez de vacances, que vous reprenez vos activités, ou ce que les gens habituellement appellent le travail, si l'une de vos préoccupations ou pensées, c'est rapidement en fait d'organiser les prochaines vacances, alors je pense que vous avez un problème. Et d'ailleurs, au début de la vidéo, je parlais d'histoire moderne, parce que repensez à la manière dont on vivait il y a tout juste 200 ans. Les gens, ils vivaient, ils travaillaient au même endroit. Ils ne dédoublaient pas tout en fait dans une course frénétique à la distinction. Et c'est là aussi où on trouve, je pense, ce manque de sens que beaucoup de gens ressentent. Cette espèce de morosité ambiante, ce mal-être qui pousse encore plus vers ces machines à dopamine que j'évoquais en fait un peu plus haut, hein, la malbouffe, le Netflix, la cigarette, l'alcool, etc. Et je vais me répéter, encore une fois, l'objectif c'est de pas de vous dire faites comme moi, c'est juste de vous poser la question, est-ce que ce mode de fonctionnement me convient? Et ça me fait penser en fait à un autre exemple. De la même manière, on rencontrait une véritable incompréhension quand on disait que notre fille était à la maison gardée par une nounou à domicile. Tout de suite, on avait la réflexion, ah ouais, donc elle ne connaît pas la collectivité. Donc, vous n'avez pas peur qu'elle ait un problème d'adaptation sociale. Et bien, elle a attaqué l'école du coup il y a maintenant 2 semaines. Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé. Il n'y a aucune matinée où on l'a laissée à l'école où elle a pleuré. Et en fait, le soir quand on rentre, elle nous dit encore, on la voit s'amuser avec les autres gamins, elle n'a pas de problème d'association avec eux, elle n'a pas de problème pour communiquer avec eux. Alors bien sûr, comme tout gamin, elle apprend on va dire l'adaptation sociale. Mais ça, c'est à mon sens le cas pour tout le monde. Et vraiment, moi, c'était du coup une crainte d'effectivement, comme elle n'avait pas connu
collectivité telle qu'on l'entend, de l'envoyer à la crèche, ou à minima avec une assistante maternelle qui avait plusieurs gamins, c'était aussi une crainte pour moi effectivement de me dire ok, est-ce qu'on a fait le bon choix? Et rétrospectivement, je me rends compte que oui, on a fait un excellent choix et on a bien fait de le faire comme ça. On a pu profiter au maximum de notre fille. Mais encore une fois, on a rencontré des tas d'incompréhensions et aussi des tas de gens qui n'avaient pas essayé d'autres solutions et qui nous disaient clairement que notre solution était mauvaise, qu'elle n'était pas adaptée à l'évolution normale d'un enfant. Et je reprends cet exemple tout simplement parce que là, on est sorti des sentiers battus et là où c'est communément la pensée commune en fait nous amène à nous dire voilà un gamin qui n'est pas plongé rapidement dans la collectivité, il va être inadapté, il ne saura pas en fin de compte, et ça va être très dur pour lui de rentrer à l'école, etc. Et la preuve en est que en fait pas tellement quoi. Donc le message de fond en fait c'est vraiment de faire sauter les barrières mentales que vous pouvez avoir et toujours remettre en cause ces postulats, ces choses qu'on a pu vous rentrer dans la tête comme étant des vérités absolues, parce que ce n'est pas forcément le cas. Le fait de lire des livres comme Sapiens de Yuval Noah Harari, le nom n'est pas facile à prononcer, qui est excellent, qui revient sur l'évolution de l'espèce humaine et qui remet en perspective la manière dont on vit aujourd'hui, la manière dont notre génome, lui, a évolué beaucoup plus lentement. Ça permet aussi de se poser la question de ok, est-ce que nos modes de vie modernes aujourd'hui, qui sont au service effectivement du plus grand nombre, est-ce que c'est au service par contre de l'individu? Voilà. Vraiment, je vous invite à lire les différents livres d'ailleurs de Yuval Noah Harari parce que c'est des vraies réflexions sur nos sociétés, l'évolution de celles-ci et notre humanité de manière générale. Et je sais que c'est difficile de remettre en cause toutes ces vérités qu'on nous a assénées et que notre entourage continue de nous asséner comme étant des vérités absolues. Je sais que ça fait peur parce que, oui, d'une certaine manière, ça peut nous amener à nous marginaliser un peu ou en tout cas à se créer un entourage de personnes qui va être différent. Mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup? Juste histoire d'être heureux. Et donc pour pouvoir finir sur une note positive, une petite blague de fin pour vous donner le sourire justement. Une petite fille demande à sa mère: maman, c'est quoi un trisomique? Sa maman répond: c'est une personne qui a un chromosome de plus que nous. Du coup, ça affecte son intelligence, elle ne peut pas faire autant de choses que toi et moi. La petite fille répond: un peu comme papa? Sa maman lui dit: non, enfin, effectivement, dit comme ça, c'est un peu comme papa. À ceci près qu'un trisomique est sans doute capable de faire la vaisselle. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description, abonne-toi, à très vite.